Des décennies se sont écoulées depuis le dernier alunissage habité. La mission Apollo 17, conduite en décembre 1972. Ne serait-il pas temps d'envisager de retourner sur notre satellite poussiéreux? Et peut-être même d'y rester? La NASA a bien fait quelques promesses à ce sujet. Elle se prépare à envoyer de nouveau des astronautes sur la Lune, peut-être d'ici 25 ans. Tout cela se fera dans le cadre d'un programme répondant au nom d'Artemis, et la première femme à se rendre sur la surface lunaire en fera partie. Tu te demandes peut-être pourquoi nous ne sommes pas retournés sur la Lune depuis tout ce temps? Un ancien administrateur de la NASA a dit quelque chose d'intéressant à ce sujet. Ce n'est pas en raison de problèmes scientifiques ou techniques. Le souci était que les projets potentiels auraient pris trop de temps et se seraient tout simplement avérés trop coûteux. Vois-tu, les voyages dans l'espace, surtout lorsqu'ils impliquent des êtres humains, ne sont pas de tout repos. Il est vrai que ces dernières années, la NASA a disposé de budgets de plusieurs milliards de dollars. Cela semble amplement suffisant, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas le cas si l'on consulte la liste des tâches qu'elle se propose d'accomplir. En effet, tout doit être envisagé. Des télescopes aux projets de fusées géantes, en passant par des missions visant également le Soleil, Jupiter, Mars et bien au-delà. En d'autres termes, la NASA doit faire preuve d'une grande maîtrise budgétaire pour atteindre tous ses objectifs. Mais il n'y a pas que les finances qui posent problème. La Lune elle-même est assez problématique. Elle présente de réels dangers qu'il ne faut évidemment pas prendre à la légère. Tout d'abord, sa surface est constellée de cratères et de rochers sur lesquels il n'est pas facile d'atterrir. Ensuite, il y a la poussière lunaire, ou régolithe, si tu préfères l'appeler par son nom scientifique. Elle a été créée au fil des ans par l'impact de météorites. Elle est extrêmement dure et s'accroche à tout. Elle peut potentiellement endommager les combinaisons spatiales, les véhicules et leurs systèmes assez rapidement. Par ailleurs, la gestion de l'habitat lunaire n'est pas non plus une sinécure. La Lune n'a quasiment pas d'atmosphère protectrice. Cela signifie que pendant 14 jours d'affilée, la surface lunaire est exposée aux rayons du Soleil. Cette période est suivie de 2 semaines d'obscurité totale. Tous ces changements entraînent des températures extrêmes auxquelles nous, les humains, ne sommes pas vraiment habitués. Il existe des solutions, ne t'inquiète pas. La NASA travaille sur des combinaisons spatiales et des véhicules résistants à la poussière et au Soleil. Elle développe même un système qui pourrait fournir de l'électricité pendant ces nuits lunaires. Ce qui est encore plus enthousiasmant, c'est que ce système pourrait également s'avérer utile sur Mars, une fois que nous nous y serons posés. La NASA a également besoin d'attirer des personnes très intelligentes en vue de ses projets. Considère ceci. La moyenne d'âge des personnes travaillant au contrôle de la mission Apollo 13 était de 26 ans seulement. De plus, ces gens avaient déjà participé à de nombreuses missions à l'époque. Cela signifie qu'ils avaient acquis une expérience considérable dès leur plus jeune âge. Mais c'est là que d'autres personnes peuvent aussi apporter leur contribution. Ces dernières années, la NASA n'a pas été la seule à travailler sans relâche afin de révolutionner les voyages dans l'espace. Une poignée de milliardaires dispose de ressources suffisantes pour contribuer à ces efforts, et certains développent de nouveaux types de fusées capables d'atterrir sur la Lune. Au total, la NASA a fait atterrir 12 personnes sur notre satellite. Il s'agit certainement de l'un des moments les plus importants de son histoire, si ce n'est le plus important. Et ces astronautes ont accompli des choses étonnantes là-haut. Ils ont ramené des pierres, pris des photos, procédé à des expériences scientifiques et même laissé des drapeaux derrière eux. Ce sont là des moments clés des différentes missions Apollo. Mais celles-ci n'avaient pas pour but de créer un habitat sûr pour les humains sur la Lune. Les scientifiques réfléchissent depuis longtemps à l'idée d'une station spatiale lunaire. C'est tout à fait logique. Après tout, il ne s'agit que d'un voyage de 3 jours depuis la Terre. Cela signifie que nous pouvons, techniquement, nous permettre de faire quelques petites erreurs ici et là, sans mettre en péril l'ensemble du projet. De plus, nous pourrions en apprendre beaucoup avant de nous aventurer encore plus loin dans l'espace. Une base lunaire pourrait nous fournir du carburant pour les missions dans l'espace lointain. Nous pourrions aussi y construire des télescopes et les propulser plus facilement dans l'espace. Cette base pourrait aussi nous aider dans un autre projet d'ampleur, trouver le moyen de rendre Mars habitable. Sans oublier qu'une station spatiale lunaire nous aiderait à en apprendre davantage sur l'origine de la Lune. Qui sait, tout cela pourrait même rapporter de l'argent, grâce à tout le tourisme lunaire engendré.
En tout état de cause, le programme lunaire Apollo a demandé beaucoup de travail. Pour commencer, regardons le seul nombre des personnes impliquées. Environ 400 000, venus de tous les coins des États-Unis. Tout ne s'est pas parfaitement déroulé. Loin s'en faut. Au moins 2 incidents catastrophiques se sont produits. Tout d'abord, un incendie s'est déclaré sur la rampe de lancement d'Apollo 1. Ensuite, un réservoir d'oxygène a décidé de faire des siennes à bord d'Apollo 13, causant de graves problèmes en cours de mission. Une partie importante du processus reposait sur le projet Saturne V. C'est à ce jour la fusée la plus puissante à avoir décollé avec succès, avec une hauteur équivalente à 36 étages. Tu as du mal à envisager la chose ? Cette fusée était 2 fois plus haute que les chutes du Niagara. Grâce à Saturne V, la NASA a mené à bien 13 missions. Elle a notamment conduit 24 astronautes vers la Lune, la moitié d'entre eux ayant même fait un petit tour à sa surface. Les fusées et les navettes spatiales actuelles sont pour la plupart incapables de dépasser l'orbite terrestre basse. En termes plus simples, elles ne peuvent pas atteindre la Lune avec à leur bord toute la machinerie dont les astronautes ont besoin pour prospérer. Les engins spatiaux actuels ne sont tout simplement pas capables de transporter une telle charge, du moins pas depuis les missions Apollo. Quoi qu'il en soit, nous avons accompli de nombreux progrès sur Terre et nous serons prêts à envoyer de nouveau des astronautes sur notre satellite d'ici peu. C'est là que le projet Artemis entre en jeu. Il s'agit d'un programme supervisé par la NASA. Et pour s'assurer que tout se passe bien, celle-ci a déjà affrété la mission Orion. Un vaisseau spatial sans équipage, censé se mettre en orbite autour de la Lune puis revenir sur Terre. Tu peux voir cela comme un essai entièrement automatisé. Avant d'envoyer à nouveau des gens dans l'espace, il fallait bien nous assurer que tous les dispositifs fonctionnaient correctement. Et un jour, Orion sera le véhicule qui emmènera à nouveau des astronautes sur la Lune. Il est équipé d'un système d'interruption de lancement pour assurer la sécurité des astronautes en cas d'incident lors du décollage. Il est également équipé d'un module de service, qui se trouve être la centrale électrique, qui alimente et propulse Orion et maintient les astronautes en vie en leur fournissant de l'eau, de l'oxygène, de l'électricité et en contrôlant la température ambiante. Tous ces projets futurs nous amènent à nous interroger. À quoi ressemblera la vie sur la Lune ? Pour l'instant, nous ne pouvons que faire appel à notre imagination. Certains prétendent que nous vivrons dans des habitats tout droit sortis d'un conte de fées. Des maisonnettes semblables à des trous de hobbits bien douillets. Vivre sous terre sur la Lune pourrait s'avérer une nécessité en raison des températures extrêmes et du manque d'oxygène. Si l'on ajoute à cela la menace des météorites et les radiations incessantes, il n'est guère étonnant que nous ne puissions pas toujours nous aventurer à la surface. Qu'en est-il du transport ? Des entreprises, grandes ou petites, tentent de créer le moyen de transport idéal sur la Lune. Si les projections actuelles se confirment, un type de taxi lunaire devrait être capable de décoller dans les 24 heures. Contrairement à nos fusées actuelles, ces taxis de l'espace n'auront pas à faire face aux conditions difficiles de la rentrée dans l'atmosphère terrestre. Il leur sera donc plus facile d'effectuer de multiples allers-retours. Pour rendre notre vie lunaire possible, nous devrons disposer d'une zone spéciale permettant aux taxis spatiaux de décoller et d'atterrir en toute sécurité. Il s'agirait d'une aire d'alunissage définie sur une surface ferme et plane et protégée par de hauts murs contre la poussière lunaire. Se déplacer sur la surface de la Lune sera également plus facile. Les véhicules de nouvelle génération dont nous parlons disposeront de leur propre environnement contrôlé. Ce qui signifie que tu n'auras pas besoin de combinaison spatiale à l'intérieur. S'il te prend l'envie de sortir un peu de ton véhicule spatial, il te faudra bien sûr enfiler ta combinaison. D'accord, nous avons trouvé notre maison et notre voiture. Mais qu'en est-il du carburant ? C'est là que la Lune nous donne un petit coup de pouce. La gravité lunaire plus faible signifie que nous n'avons pas besoin d'autant d'énergie pour échapper à son attraction. De plus, la Lune recèle de la glace, ce qui est extrêmement pratique, car nous pourrions être en mesure de convertir cette glace en carburant pour nos fusées. Nous aurons besoin d'engins spatiaux spécifiques pour nous aider à extraire cette glace. L'un de ces outils est baptisé Trident. Il s'agit d'une sorte de foreuse, parfaite pour creuser la surface glacée de la Lune. D'autres robots aideront à transformer cette glace en carburant et à l'acheminer vers une station-service spatiale. Si cela fonctionne, les fusées en route pour Mars pourraient s'y arrêter afin de faire le plein de carburant avant de poursuivre leur voyage. Mars a 2 lunes, Phobos et Deimos. À part leur forme bizarre, elles n'ont rien de remarquable. Sauf une chose.
Il n'y a pas si longtemps, les scientifiques ont découvert un phénomène étrange à la surface de Phobos. Et ils n'ont toujours pas trouvé d'explication. Quel est ce phénomène? Et qu'est-ce qu'il nous apprend sur l'histoire de notre système solaire? Découvrons-le ensemble. L'astronome américain Asaph Hall a découvert Phobos et Deimos en 1877. Sais-tu que toutes les planètes de notre système solaire portent le nom de divinités grecques et romaines? Par exemple, Mars, ou Arès, est la célèbre divinité de la guerre. C'est pourquoi les satellites naturels de cette planète rouge ont été nommés d'après les fils d'Arès, Phobos et Deimos. Ces jolis noms cachent en réalité des significations effrayantes. Peur et horreur. En 1971, le télescope Mariner 9 de la NASA a pris ses premières photos. C'est comme ça qu'on a découvert que ces corps spatiaux ne ressemblaient pas du tout à notre Lune. Ils ont cette forme bizarre, ainsi qu'une orbite étrange et instable. De plus, il n'y a pas d'autres lunes dans le système solaire qui se déplacent aussi près de leur planète mère que ces deux-là. Mais même s'ils sont très proches de Mars, si tu tenais à la surface de la planète rouge, tu pourrais à peine les voir. C'est parce que la courbure de Mars cache Phobos et Deimos de la vue. Même si tu te trouvais quelque part sur l'équateur, Phobos ressemblerait à un simple astéroïde, et Deimos à une étoile. Tout cela parce que ces satellites ne sont que des miettes par rapport à notre Lune. Ce sont les lunes les plus petites et les moins brillantes de tout le système solaire. Ce qui est ironique, vu leur nom terrifiant. Bref, il semble que tout devrait être assez clair avec ces deux satellites. Mais non, il y a un hic. Les scientifiques reconstituent l'histoire de l'espace en se basant sur les traces trouvées sur différents objets spatiaux. Des bosses, des rayures, des fissures, toutes ces choses peuvent nous dire ce qui s'est passé il y a des milliards d'années. Pendant longtemps, les scientifiques étaient sûrs que, tout comme les dieux grecs dont ils tirent leur nom, Phobos et Deimos étaient des jumeaux. Mais ensuite, l'orbiteur viking de la NASA a pris de nouvelles photos des satellites. Et c'est alors qu'ils ont découvert une différence significative entre les deux. La surface entière de Phobos est couverte d'énormes rainures. Il s'agit d'une série de longues et profondes fosses s'étendant d'une extrémité à l'autre de Phobos. Ok, et alors? Tous les objets spatiaux présentent ce genre de choses à leur surface, n'est-ce pas? Certes, il y a d'autres satellites avec des rainures et des éraflures similaires, mais aucun n'en a autant que Phobos. Ce dernier est complètement couvert de rainures, et elles sont énormes, jusqu'à 19 km de long et 200 mètres de large. Et ce n'est pas tout. Certaines de ces rainures se croisent avec d'autres. Cela signifie que Phobos a vécu non pas un, mais plusieurs événements traumatisants. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé exactement? Les scientifiques n'en sont pas encore tout à fait sûrs. Mais ils ont quelques idées. Et ces théories peuvent nous renseigner non seulement sur le passé de Phobos, mais aussi nous aider à prédire son avenir. Théorie numéro 1. Impact d'astéroïdes. Le premier suspect est assez évident. Il y a un grand cratère de près de 10 km de large sur Phobos. Il a été baptisé Angeline Stickney, d'après la femme d'Asaph Hall, le scientifique qui a découvert les satellites. Et la première théorie stipule qu'un corps astronomique s'est écrasé sur Phobos. L'impact a été si fort qu'il a laissé ce grand cratère. Et l'impact de la collision a laissé un tas de rainures partout sur Phobos. Cela semble logique au premier abord, mais les scientifiques ont remarqué une faille dans cette théorie. Ils ont découvert que ces rainures se sont en fait formées non pas à l'intérieur du cratère, mais à proximité de celui-ci. Ce n'est donc pas une collision qui les a créées. De plus, qu'en est-il de ces rainures qui se croisent avec d'autres? S'agit-il simplement d'une grande coïncidence cosmique? Les recherches se poursuivent. Théorie numéro 2. C'est à cause des débris spatiaux. Il y a bien une différence entre ces deux théories. Dans ce cas, les rainures ne sont pas une conséquence directe de la collision. Cela se passe plutôt de la façon suivante. Quelque chose s'est écrasé sur Phobos. L'impact a provoqué la projection d'un tas de roches dans l'espace. Certains d'entre eux ont été perdus dans l'univers pour toujours, mais d'autres étaient suffisamment petits pour retomber sur Phobos. En passant à côté de la Lune à un angle prononcé, ils ont pu s'y écraser, rebondir et ainsi de suite. Et comme la gravité de Phobos est très faible, peut-être qu'ils n'ont pas pu s'y coller. En d'autres termes, ces roches ont été continuellement tirées vers le satellite et repoussées de celui-ci pendant de très nombreuses années.
Cette théorie explique les rainures qui se croisent. Les roches tombaient constamment à ces endroits. Cela semble assez plausible, mais il y a un autre problème. On ne voit pas de rochers sur Mars ou à la surface de ses lunes. Or, tous ces débris étaient censés être piégés par la gravité et rester quelque part dans l'orbite de la planète, ou tout simplement devenir une partie de Phobos. En d'autres termes, si cette théorie est vraie, on en aurait trouvé des preuves sous des couches de poussière. Mais cela ne s'est pas produit. Cette explication n'a donc plus satisfait les astronomes. Ils ont donc continué à chercher le coupable. Peut-être que les rainures n'ont rien à voir du tout avec le cratère Stickney. Peut-être que le vrai coupable est quelque chose d'autre, quelque chose d'encore plus puissant. Pourrait-il s'agir de Mars elle-même? Théorie numéro 3. Mars est méchante. Les théories précédentes impliquent que Phobos et Deimos étaient à l'origine des fragments de Mars. Comme s'ils s'étaient détachés d'elle et étaient devenus des satellites. Tout comme notre Lune. Mais que se passerait-il si ce n'était pas le cas? Les observations réalisées par le Mars Global Surveyor de la NASA montrent que Phobos et Deimos sont composés d'éléments que l'on trouve principalement dans les météorites et les astéroïdes. Alors Phobos et Deimos sont peut-être des astéroïdes? Il y a une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Vu la taille, la forme et la composition de Phobos et Deimos, les scientifiques ont suggéré qu'il fut un temps où ils appartenaient à cette ceinture. Puis, un jour, ils se sont envolés. Et la gravité les a attirés vers Mars. Ce phénomène est appelé capture d'astéroïdes. C'est toutefois difficile à croire. Certes, la capture d'astéroïdes n'est pas rare. Mais ces deux-là volent à côté de Mars depuis des milliards d'années. Il est étrange que leur orbite soit restée les mêmes. De plus, l'atmosphère de Mars est très raréfiée. Et à cause de cela, elle pourrait difficilement capturer des astéroïdes. En théorie, ils auraient dû se séparer de Mars à la première occasion. Or, cela ne s'est pas produit. Cela signifie que, d'une manière ou d'une autre, ils sont restés coincés. Et Mars a immédiatement commencé à les détruire. Dans cette version, Mars s'avère être très méchante. En étudiant le passé, on a trouvé des preuves de crimes futurs. Les mystérieuses rainures de Phobos pourraient être causées par les forces de marée entre Mars et Phobos. La Lune et la Terre en échangent aussi, se déformant légèrement l'une l'autre. Mais comme Phobos est beaucoup plus proche de Mars, l'impact des forces gravitationnelles y est beaucoup plus fort. En d'autres termes, la gravité de Mars détruit progressivement Phobos. Tous les 100 ans, le satellite se rapproche de Mars de 1,8 cm. Il rétrécit aussi jusqu'à 2 mètres, devenant encore plus fragile et plus faible. Plus il devient petit, plus les forces de marée l'impactent, créant d'étranges rainures et rayures supplémentaires. Dans 30 à 50 millions d'années, Phobos entrera en collision avec Mars, ou se désintégrera et se transformera en un tas de petits rochers. Et alors, Mars aura aussi des anneaux, comme Saturne et Neptune. C'est pourquoi Phobos est aussi appelée la lune martienne condamnée. Quoi qu'il en soit, ce ne sont que des théories, mais l'histoire dramatique de Phobos nous donne une idée de la dynamique des objets extraterrestres. Plus on en apprend sur eux, plus on découvre les secrets de l'origine non seulement de Mars, mais aussi d'autres objets de notre système solaire. Et si un jour on en venait à vraiment coloniser Mars, l'étude de ces lunes pourrait nous être d'une grande aide. Espérons que la prochaine mission MMX révélera certains des secrets les plus passionnants que cachent les lunes de Mars. Regarde, la lumière derrière ta fenêtre vient de devenir plus forte. Il est 21h30 et tu as un examen très important à passer demain. Tu jettes un coup d'œil pour voir si tes voisins sont encore en train d'utiliser leurs projecteurs, mais ils sont sortis regarder le ciel. Tu passes ta tête dehors et tu remarques que la lune a beaucoup grossi. Elle a doublé de taille. Tu cours à l'extérieur pour demander aux gens ce qu'il se passe. Mais ils n'en ont pas la moindre idée. Tu prends une photo et tu la publies sur les réseaux sociaux. Tu consultes ensuite ton flux et tu vois que tout le monde parle de la même chose. Le ciel nocturne est plus clair, car la lune a maintenant une plus grande surface pour refléter la lumière du soleil. Tu te sens comme déséquilibré quand tu marches. Chaque fois que tu fais un pas, tu as l'impression d'être plus léger que d'habitude. Comme la lune est devenue très grande, son attraction gravitationnelle est plus forte,
Et donc la gravité sur Terre est plus faible. Soudain, tu baisses les yeux et tu sens que tes chaussettes sont mouillées. Tu cours, puis tu sautes sur le toit d'une voiture et tu vois que de l'eau est en train d'inonder ton quartier. Les gens grimpent où ils peuvent, ou se précipitent chez eux. Ce n'est pas une bouche d'incendie qui a explosé et qui crache de l'eau. C'est celle de l'océan qui est en train de tout inonder. Tu te sens désorienté et tu perds l'équilibre. En glissant, tu tombes dans l'eau qui continue de monter. Certains se sont réfugiés dans leur voiture, mais ils ne peuvent aller nulle part. Tu vis près de l'océan, mais de toute ta vie, il n'y a jamais eu ni tsunami ni inondation d'ampleur. Aucun tremblement de terre n'a été signalé dans la région. C'est donc qu'il se passe quelque chose d'étrange. Tu cours jusqu'à chez toi, pour voir si tu peux trouver ton vieux bateau gonflable. Le seul problème, c'est que tu n'as pas ta pompe pour le gonfler. Alors, au début, tu le gonfles en soufflant dedans, mais tu réalises que ça va te prendre une éternité. Tu cherches une solution, puis tu tombes sur ton sèche-cheveux. Tu le branches et tu gonfles le bateau autant que tu peux. Puis tu recommences à souffler pour terminer le travail. Le niveau de l'eau augmente de seconde en seconde, et maintenant elle a pénétré ta maison. Tu fais ton sac, une bonne lampe de poche, un peu de nourriture et des couvertures thermiques. Tu descends et tu t'aperçois que tu as de l'eau jusqu'aux genoux. Tu continues à marcher jusqu'à la porte. Dehors, l'eau te pousse de tous les côtés. Les vagues sont puissantes. Comme la gravité a changé, il n'est pas facile de nager. Tu montes sur ton bateau et tu descends le courant dans ta rue. Comme nous sommes en plein mois de février, l'eau est glacée, ce qui rend la situation encore plus difficile. Au bout d'un moment, tu atteins l'autoroute. Ici, l'eau arrive directement de la plage. Tu as réussi à gagner une hauteur et tu sors ton téléphone. Tu l'avais rangé dans la poche imperméable de ton sac afin de le garder au sec. Il ne te reste que 15% de batterie. Mais par chance, tu as apporté de quoi la recharger. Tu appelles ta famille pour leur demander s'ils sont au courant de ce qui se passe, mais ils n'en savent pas plus que toi. Tu t'aventures ensuite dans la forêt à la recherche d'une vieille cabane où tu passais du temps quand tu étais plus jeune. Peut-être y aurais-tu laissé ta vieille bicyclette ? Tu la retrouves rapidement et tu traverses la montagne à vélo pour échapper à l'inondation. Tu as du mal à garder ton équilibre à cause du changement de gravité. Des scientifiques sont assis devant des ordinateurs portables et des feuilles de calcul. Ils essaient de comprendre ce qui se passe. Tout le monde crie et lance des solutions au hasard, mais rien ne semble avoir de sens. Au bout d'un moment, le chef de la NASA décide de lancer une fusée sans pilote sur la Lune. La fusée est prête en quelques heures. Et tout le monde attend les ordres. 3, 2, 1, décollage. La fusée s'élève dans les airs en direction de la Lune. Elle sort de l'atmosphère terrestre et voyage à toute vitesse. Après quelque temps, tout le monde peut voir les images de la Lune gigantesque. Selon les scientifiques, la fusée ne doit pas trop s'approcher de la Lune en raison de sa forte attraction gravitationnelle. Mais sur les images, on voit que de petites particules flottent autour du satellite. On dirait les anneaux de Saturne. Ces anneaux ressemblent à un disque géant autour de la grande planète. Mais de plus près, ce ne sont que des particules allant de la taille d'un grain de riz à celle d'un grand bus. On trouve ces particules en orbite autour de Saturne en raison de son énorme force gravitationnelle. Autour de la Lune, les images montrent là aussi que ces objets sont de diverses tailles. Et cela représente un danger pour la fusée qui s'approche. Alors elle interrompt son vol et se place en orbite autour de la Lune, puis lance un petit engin qui ressemble à un drone. Certains débris ont une taille considérable, ce qui rend difficile la manœuvre de l'appareil. Il vole plus près et les débits commencent à s'écraser sur lui. Heureusement, cette mini-fusée est extrêmement solide. Elle réussit finalement à passer le mur de particules et atterrit sur la Lune. Sa gravité est plus forte depuis qu'elle a grossi, et la fusée manque d'être réduite en miettes. Dès qu'elle atterrit, un autre robot en sort et commence à rouler sur la surface à la recherche d'indices. Pour l'instant, il ne se passe rien. Mais on remarque un frémissement provenant des profondeurs de la Lune. Quelque chose d'anormal se produit au niveau du noyau. On dirait qu'il est en train de devenir de plus en plus gros. Les scientifiques ne savent pas s'il cessera de croître à un moment donné. La seule façon de le savoir est de percer un trou à l'intérieur pour découvrir la raison de ce phénomène. Tu pédales toujours et tu atteins enfin l'autre côté de la montagne. Le sol tremble et ton équilibre est encore plus affecté. Tu regardes de l'autre côté de la montagne et tu vois que toute cette partie de la ville est inondée. Tu prends ton bateau gonflable et tes provisions et tu continues ton chemin. Tu trouves une barque et tu rames aussi vite que tu peux afin de gagner le phare. Tu pourras y chercher le QG de la NASA. Soudain, tu vois une grande fusée qui s'élance vers le ciel. Tu sais que ton frère est là-bas en train de travailler. Mais les réseaux cellulaires sont en panne.
Tu continues à ramer vers un endroit sûr. La petite fusée qui a atterri sort une petite foreuse suffisamment puissante pour creuser à des kilomètres sous la surface. Il faudra des jours pour qu'elle atteigne le centre. Alors, la NASA lance une autre fusée qui transporte une plus grande foreuse. Le problème, c'est que la Lune continue à grossir et que les particules autour de la Lune augmentent en nombre. La Lune est en train d'atteindre la taille de la Terre et grandit de minute en minute. L'inondation pourrait atteindre plusieurs villes côtières et de nombreuses petites îles pourraient être submergées. Il faut donc trouver une solution. La gravité pourrait affecter la structure des bâtiments et les faire s'effondrer les uns après les autres. Mais le petit robot ne le permettra pas. Il continue donc de creuser pour comprendre ce qui se passe sur la Lune. Certaines roches semblent devenir plus chaudes à mesure qu'ils s'enfoncent sous la surface. Cela peut être le signe que l'expansion de la Lune pourrait mener à une explosion. Les scientifiques présents dans la salle sont déconcertés. Ils ne savent pas quoi faire. Le directeur de recherche, qui se trouve être ton frère, essaye de t'appeler mais n'arrive pas à te joindre. Pendant ce temps, tu rames toujours pour rejoindre la NASA. Mais tu dois retourner dans les montagnes, car les risques sont grands. Lorsque tu parviens à la vieille cabane, tu vois des hommes étranges vêtus d'imperméables. Ils sont à ta recherche. Une fois qu'ils t'ont vu, ils se lancent à ta poursuite. Ils sont très bizarres, un peu comme des extraterrestres. La foreuse a atteint sa profondeur maximale et ne peut plus descendre. De plus, la transmission du signal s'affaiblit. Soudain, une silhouette surgit et braque ses feux sur le robot. La transmission se brouille et on ne voit plus cette silhouette géante que partiellement. Une petite créature descend et se dirige vers le robot. Tout le monde à la NASA panique devant ces images. Personne n'arrive à croire ce qu'il se passe. Au bout d'un moment, la créature transmet un signal que la NASA n'est pas en mesure de déchiffrer. Mais la créature semble amicale. Elle retourne dans son vaisseau et en un instant, elle disparaît dans les airs en se téléportant. La Lune commence à rapetisser pour revenir à sa taille normale. Tout le monde exulte à la NASA et sur toute la planète. Les courants se calment et refluent vers les côtes. Par chance, tout le monde était en sécurité dans les collines. Et si nous vivions dans un monde où la Lune et le Soleil échangeaient leur place? Oui, je sais à quoi vous pensez. Les conséquences seraient énormes et catastrophiques. Mais voici une perspective intéressante. Et si nous survivions malgré tout? À quoi ressemblerait notre vie dans ce nouveau monde et que se passerait-il dans le système solaire? Nous allons le découvrir. Commençons par la Lune. Saviez-vous que c'est la Lune qui cause les marées sur Terre? Vous savez ce phénomène qui fait que l'océan avance et recule comme s'il jouait à un match de beach volley? On doit cela à la force gravitationnelle de notre satellite. Et grâce à la Lune, la rotation de la Terre reste stable. C'est assez important si on ne veut pas finir comme Uranus, qui tourne sur le côté. Pauvre petit Uranus. En outre, elle nous sert aussi de bouclier, nous protégeant de certains des rayons cosmiques les plus nocifs, des astéroïdes et des débris spatiaux, comme un vrai garde du corps. Et sans notre satellite, nous pourrions même ne pas exister pour profiter du bon temps et faire des blagues. Certains scientifiques pensent que la Lune a joué un rôle crucial dans le développement de la vie sur Terre. Sans son attraction gravitationnelle, notre climat serait incroyablement erratique. Et selon eux, la Lune aurait même redistribué l'eau sur notre planète. Et nous savons tous que l'eau signifie la vie. Quant au Soleil, nous savons tous combien il est important. Il fournit de la lumière, de la chaleur et de l'énergie à toutes les planètes. Mais comme tout bon hôte, lors d'une fête, le Soleil peut parfois être un peu trop intense. N'oubliez jamais qu'il s'agit d'une étoile extrêmement puissante et massive avec une température de surface approchant les 5540 degrés Celsius. Si nous n'avions pas notre couche d'ozone, nous brûlerions tous instantanément. La distance entre la Terre et le Soleil est d'environ 150 millions de kilomètres. Les scientifiques ont pris cette distance et l'ont transformée en une unité de mesure, une unité astronomique ou UA. La distance la plus proche à laquelle la Terre pourrait s'approcher du Soleil sans être complètement détruite est d'environ 0,9 UA. D'un autre côté, si nous nous éloignons trop, plus de 1,2 UA, notre planète se transformerait en boule de neige. Nous avons donc eu beaucoup de chance. À côté de ça, la distance entre la Terre et la Lune est d'environ 0,002 UA, soit 3,642 km.
C'est vraiment super proche. Maintenant que nous connaissons l'importance du Soleil et de la Lune, et à quel point leur position affecte notre monde, essayons de les échanger. Le résultat ne peut pas être si mauvais. Tout d'abord, imaginons un instant que le Soleil se trouve à la place de la Lune. Vous savez probablement déjà ce qui nous arriverait. La chaleur intense et les radiations du Soleil seraient comme le pire sauna du monde. La température sur Terre augmenterait super vite. Toute forme de vie se transformerait en un instant en un tas de cendres. Mais la destruction ne s'arrêterait pas là. L'atmosphère et les océans seraient emportés par les vents solaires, laissant la planète exposée et vulnérable aux radiations et aux particules provenant du Soleil. Ce serait comme si un énorme sèche-cheveux spatial, à pleine puissance, soufflait d'un coup tout ce qui se trouve sur Terre. Oubliez la fonte des calottes glaciaires. La planète entière ne serait plus qu'une immense flaque. Mais il s'agit là d'une hypothèse fondée sur la science. Quel ennui. Maintenant, imaginons que nous survivions d'une manière ou d'une autre, survivre à cette catastrophe. Par exemple, avec l'aide d'une technologie super avancée qui nous empêcherait de finir grillés. Tout d'abord, même si notre planète réussissait à survivre, la situation serait tout de même assez torride, car le Soleil continuerait à émettre beaucoup plus de chaleur et d'énergie que la Lune. Et puis, contrairement à la Lune, qui traverse des périodes d'obscurité, le Soleil dispose d'une source d'énergie constante grâce à la fusion nucléaire. Ainsi, au moins, nous n'aurions pas à nous inquiéter d'avoir froid, mais nous transpirerions abondamment dans notre sommeil. Bien sûr, toute cette chaleur en plus aurait de sérieuses conséquences sur nos écosystèmes. Les plantes et les animaux devraient donc s'adapter pour survivre, et nous verrions des changements majeurs dans la façon dont fonctionne la vie sur Terre. Imaginez la confusion des animaux nocturnes. Sans la Lune, ils n'auraient aucune idée de comment s'orienter et chasser. Alors, que ferions-nous dans ce nouveau monde excessivement chaud? Eh bien, peut-être que nous construirions des serres très sophistiquées qui piégeraient toute cette chaleur. Ou nous utiliserions de grands miroirs et d'autres surfaces réfléchissantes pour réguler la quantité de lumière que recevrait la Terre. Ensuite, nous avons la gravité du Soleil. Nous avons dit plus tôt que la force gravitationnelle de la Lune est exactement ce qu'il faut pour stabiliser l'orbite de la Terre. Du coup, si nous la remplacions par une très grosse étoile, les choses deviendraient assez folles. Nous assisterions à des changements extrêmes dans les saisons, le climat et toutes sortes de choses liées à la météo. Notre vie quotidienne, ce serait un peu comme d'essayer de danser sur un pied pendant un tremblement de terre. La Terre se mettrait à tourner sur elle-même extrêmement vite. Nos journées seraient plus courtes, nos nuits plus longues, et ce serait le chaos pour les horaires de boulot et les anniversaires. Existe-t-il un moyen de corriger cela? Hypothétiquement, nous pourrions utiliser de gigantesques vaisseaux spatiaux ou d'autres technologies pour ajuster artificiellement l'orbite et la rotation de la Terre. Par exemple, en lançant des fusées ou des remorqueurs qui pousseraient lentement notre planète vers une nouvelle orbite plus stable et plus cohérente. Mais ce n'est pas tout. Toute cette gravité affecterait nos marées de manière spectaculaire. Nous aurions des vagues tellement hautes que les surfeurs auraient besoin de bouteilles de plongée pour pratiquer leur sport. Et imaginez-vous en train de piloter un bateau au milieu d'un ouragan tout en faisant du rodéo. La Lune mélange les nutriments dans l'océan et est d'une grande aide à la vie marine. Mais si nous échangions le Soleil et la Lune, ces eaux riches et pleines de vie disparaîtraient très vite. L'océan deviendrait une soupe sans vie, avec rien d'autre que des algues et du plancton pour nous tenir compagnie. Nous serions obligés de nous rabattre sur des sandwichs aux algues et de boire de l'eau traitée pour survivre. Et soyons réalistes, personne ne voudrait d'un monde sans sushis. Alors, que faire? Nous pourrions essayer de créer des marées artificielles ou d'imiter l'attraction gravitationnelle de la Lune sur l'océan. Par exemple, en utilisant des pompes ou d'autres mécanismes qui déplaceraient de grands volumes d'eau et créeraient un effet de marée. Ou nous pourrions essayer d'aider la vie marine à s'adapter au nouvel océan, moins riche en nutriments, peut-être en développant la pisciculture ou l'aquaculture. Enfin, n'oublions pas le rayonnement. Le Soleil est une véritable usine à radiation. Elle pourrait sérieusement perturber notre santé et nos appareils électroniques. Vous pensez que votre téléphone est fragile? Imaginez ce qu'il deviendrait lors d'une énorme éruption solaire.
Nous aurions donc besoin d'une technologie de protection très avancée. Des matériaux capables de résister à des températures plus élevées que le plus fort des piments rouges et des champs magnétiques suffisamment puissants pour dévier les particules chargées. Ah oui, et des tonnes de crème solaire. En bref, si nous remplacions la Lune par le Soleil et que nous réussissions par miracle à éviter la grosse cata, notre monde serait complètement différent de celui que nous connaissons. Mais la Terre ne serait pas seule à ressentir ces effets. Que se passerait-il donc pour le reste du système solaire ? D'abord, si le Soleil, avec sa puissante attraction gravitationnelle, prenait la place de la Lune, les orbites des autres planètes se verraient sérieusement chamboulées. Nos voisines seraient projetées dans toutes les directions comme des autotamponneuses. Et elles souffriraient elles aussi de la personnalité ardente du Soleil. Comme nous, il leur faudrait faire face aux radiations et aux particules chargées. Enfin, le champ magnétique du Soleil est incroyablement puissant. Et s'il prenait la place de la Lune, les autres planètes seraient contraintes de danser à son rythme. Cela provoquerait partout des tempêtes électriques, des aurores et d'autres effets complètement fous. Et qu'arriverait-il à la Lune elle-même ? Hélas, son règne au centre de notre système solaire ne durerait pas très longtemps. Il est fort probable qu'elle se mette à orbiter autour du Soleil et soit engloutie par ce dernier, ou qu'elle s'envole tout simplement très loin de chez nous. Alors voilà, notre petite farce cosmique a terriblement mal tourné. Mais c'était fictif. Et nous pouvons être reconnaissants que ce scénario soit physiquement impossible. Continuons donc à profiter de la Lune et du Soleil qui nous donnent la vie à des distances idéales. On a longtemps cru que la Lune s'était formée à la suite d'un énorme impact avec la Terre. Un corps céleste de la taille de Mars a pu s'enfoncer dans notre planète et faire éclater une partie de sa croûte. Les débris qui en ont résulté se sont alors rassemblés en une boule compacte qui est ensuite devenue notre Lune. Mais une question sème le doute chez les scientifiques. La croûte terrestre est pauvre en métaux, alors comment se fait-il que la Lune en contienne autant ? Les toutes dernières études rejettent cette théorie principale, et nous ne savons donc toujours rien avec certitude sur la naissance de notre satellite naturel. Sur la Lune, le fer est conservé en parfait état car il n'y a pas d'oxygène. Il ne peut tout simplement pas rouiller. Mais il y a quelques années, les scientifiques ont fait une découverte inattendue. Dans les régions les plus élevées de notre satellite, le fer s'oxyde et rouille bel et bien. Au début, cette découverte a rendu les astronomes extrêmement perplexes. La présence de rouille pourrait signifier que les gens peuvent respirer au moins dans certaines zones de la Lune. Mais ensuite, une explication s'est imposée. L'oxygène pourrait avoir atteint la roche sans vie depuis notre planète. En l'absence d'atmosphère, les vents solaires balaient la Lune sans relâche, et rien ne peut les arrêter. Ces éruptions pourraient arracher de l'oxygène aux couches supérieures de l'atmosphère terrestre et le transporter jusqu'à la Lune. Les molécules s'immobilisent alors aux points les plus élevés de la surface de la Lune. Cela expliquerait pourquoi les métaux ne s'oxydent pas au fond des ravins et surtout sous la surface de la Lune. L'eau sur Terre est une énigme pleine de mystères. La théorie la plus répandue est qu'elle a été apportée sur notre planète par des comètes et des astéroïdes glacés qui ont laissé derrière eux non seulement de puissants cratères, mais aussi la substance liquide grâce à laquelle nous pouvons aujourd'hui prospérer. Mais une nouvelle avancée suggère un autre scénario. Dans l'espace, il y a tout un tas de matière organique, et dans des conditions spécifiques, cette matière pourrait créer tellement d'eau qu'elle suffirait à remplir nos océans 1 millier de fois. Les chercheurs ont mené une expérience dans laquelle ils ont chauffé cette matière organique et ont obtenu de l'eau claire et du pétrole. Si cela est confirmé par de futures études, cela pourrait signifier que même le pétrole est apparu sur Terre non seulement grâce aux restes fossilisés d'êtres vivants, mais qu'il est aussi venu de l'espace. Les changements climatiques dont nous sommes témoins s'inscrivent probablement en partie dans un cycle naturel. Des chercheurs de l'Université de Californie à Santa Cruz ont imaginé un modèle dans les variations climatiques de notre planète, et il ressemble à des saisons extrêmement longues. Parfois, ces états peuvent durer des millions d'années, et ils sont tous liés à la façon dont la Terre est positionnée par rapport au Soleil. Ces saisons ont été surnommées Ice House, Cool House, Warm House et Hot House, en fonction des températures dominantes. Au cours des 3 derniers millions d'années par exemple, notre planète a été dans l'état Ice House, puisque la dernière période glaciaire ne remonte pas à si longtemps.
Mais les activités humaines, en ajoutant à l'effet de serre, ont poussé l'état du climat vers l'état warm house beaucoup plus rapidement qu'il ne l'aurait fait sans nous. Lorsque cet état arrivera, la température globale de la Terre atteindra des valeurs tropicales, ce que la planète n'a pas connu depuis plus de 50 millions d'années. Revenons maintenant à la Lune. On peut la voir à différents endroits du ciel, de différentes tailles et même de différentes couleurs chaque nuit. La taille et l'emplacement sont assez faciles à expliquer. Comme la Terre tourne autour de son axe et tourne autour du Soleil, nous voyons la Lune voyager dans le ciel nocturne et se rapprocher ou s'éloigner de notre planète. Le fait qu'elle soit jaune vif ce soir et rouge sombre demain est plus complexe à expliquer. La couleur naturelle de la Lune vue de l'extérieur de l'atmosphère terrestre est gris brunâtre. Depuis la surface de notre planète, cependant, elle peut varier beaucoup. Lorsqu'elle est vue juste au-dessus de nos têtes, elle semble généralement brillante et presque blanche, car sa lumière réfléchie traverse une couche relativement fine de l'atmosphère. Presque rien ne bloque et ne réfracte la lumière, si bien qu'elle apparaît très claire. La Lune peut paraître jaune, orange ou même rouge lorsqu'elle est vue juste au-dessus de l'horizon. L'effet est similaire à ce qui se passe au lever et au coucher du Soleil, lorsque le Soleil semble être rouge. La lumière parcourt un chemin beaucoup plus long pour atteindre tes yeux depuis cet endroit, et une grande portion de la partie bleue de son spectre est perdue. Cela transforme la couleur de la lumière en une variété beaucoup plus chaude. Notre satellite naturel peut aussi paraître bleu, et la raison en est la présence de fines particules dans l'air. Elles réfractent la lumière, de sorte que la Lune n'a jamais l'apparence qu'elle a en dehors de l'atmosphère. Mais quand les particules sont plus grosses que d'habitude, elles lui donnent cette couleur bleutée. Enfin, il y a de très rares moments où la Lune peut paraître violette. Personne ne sait vraiment pourquoi cela se produit, mais les astronomes pensent que ce doit être une combinaison de l'atmosphère, des particules de poussière et peut-être d'autres choses. Il n'y a pas d'explication claire. Les tremblements de Lune n'appartiennent pas seulement à la science-fiction. Ils ne se produisent pas aussi souvent que sur notre planète, et quand ils le font, ils se produisent plus près du centre du satellite. Les scientifiques pensent que les tremblements de Lune pourraient être causés par la gravité de la Terre et du Soleil. Il y a aussi des tremblements de Mars. Pendant longtemps, la planète rouge a été considérée comme inactive d'un point de vue tectonique. Mais des observations plus récentes ont montré qu'elle connaît encore de faibles séismes de temps en temps. Tu ne pourrais probablement même pas les sentir si tu te tenais à la surface de Mars. Mais cela signifie que certains processus géologiques sont toujours en cours sous le paysage rouge et poussiéreux. Il n'y a pas de côté obscur de la Lune. Notre satellite est en rotation synchrone avec la Terre, ce qui signifie qu'il est toujours tourné vers nous du même côté, tandis que l'autre est toujours caché à nos yeux. Le Soleil est beaucoup plus loin de nous que la Lune, et il réchauffe et éclaire tour à tour un côté et l'autre de la Lune, tandis que nous tournons tous les deux en rond. Cela signifie que la Lune est éclairée par le Soleil d'un côté ou de l'autre, mais nous ne pouvons pas le voir de là où nous sommes. Chaque année, la Lune s'éloigne de la Terre à cause de l'interaction entre la force gravitationnelle de la Lune et nos océans. Elle s'éloigne d'environ 4 cm chaque année, ce qui signifie que dans 600 millions d'années, elle sera 23 000 km plus loin de la Terre qu'elle ne l'est actuellement. Ce délai est tout à fait symbolique. C'est le moment où les éclipses solaires totales cesseront de se produire. Il y a de l'eau sur la Lune. Pas des flaques d'eau ou des lacs, mais des grains de glace d'eau qui existent dans les parties qui sont en permanence ombragées près des pôles de la Lune. Les scientifiques pensent que l'eau est arrivée sur la Lune il y a longtemps, pendant une période où la Lune et la Terre étaient constamment percutées par des astéroïdes et des comètes qui contiennent de la glace d'eau. Ce processus pourrait même nous avoir aidés à obtenir nos propres lacs et océans, et pas seulement l'eau glacée de la Lune. Des recherches plus récentes indiquent que l'intérieur de la Lune contenait déjà de l'eau, et qu'elle est remontée à la surface pendant l'activité volcanique. La même chose a pu se produire sur notre planète aussi. Pour ceux qui pensent que la Terre n'a qu'une seule Lune, il faut savoir qu'il y a 2 autres astéroïdes en rotation synchrone avec notre planète. Le premier ne tourne pas vraiment autour de la Terre, mais a une sorte d'orbite synchronisée avec la planète. C'est pourquoi on dirait qu'il suit la Terre sur une orbite stable, alors qu'en réalité, il suit son propre chemin spécifique autour du Soleil. Le deuxième suit une orbite en fer à cheval autour de notre planète. Sa trajectoire spécifique rapproche cet astéroïde de nous tous les 95 ans. La Lune a son propre fuseau horaire appelé heure standard lunaire. Le temps est différent sur la Lune et une année y est divisée en 12 jours, sachant que chacun est aussi long que nos mois. Les jours ont reçu des noms en l'honneur des astronautes qui ont marché sur la Lune.
Le calendrier lunaire commence au moment où Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune en 1969. La croûte de la Lune n'a pas la même épaisseur dans toutes ses parties. L'épaisseur moyenne est d'environ 50 km, mais il y a des zones beaucoup plus minces et beaucoup plus épaisses. Cela est parfois dû aux cratères que l'on trouve sur toute sa surface, et il y a aussi de gros tubes creux en dessous. Un orbiteur lunaire a trouvé un de ces tubes il y a plusieurs années, et il est plutôt énorme. Bien que la forme du tube soit irrégulière, il pourrait contenir un terrain de football entier. Les scientifiques ne savent toujours pas ce qu'ils pourraient trouver dans ces profondeurs. Il pourrait s'agir d'un système de tunnel ou d'une merveille géologique. L'explication la plus répandue de cette chose est qu'il s'agit d'un tube de lave comme on en trouve aussi sur Terre. Lorsqu'une coulée de lave refroidit, elle se recouvre d'une croûte dure qui s'épaissit ensuite et crée un toit sur cette même lave. Elle continue de couler, mais lorsqu'elle s'arrête, le canal peut se vider, ce qui donne un tube vide. Bon, j'abandonne officiellement l'espoir que la Lune soit faite de fromage. Ce n'est même pas du Gouda. Notre boule préférée, ou banane incurvée, ou moitié de pièces de monnaie selon la phase dans laquelle elle se trouve, est composée de différentes couches, tout comme la Terre. Et l'une de ces couches est le noyau interne. Il y a une vingtaine d'années, les scientifiques ont étudié la rotation de la Lune. À partir de leurs données, ils ont conclu qu'elle avait un noyau externe fluide. Mais le noyau interne était difficile à étudier. Ils ne savaient pas s'il était solide comme de la roche ou en fusion comme un liquide chaud. Mais tout est plus clair aujourd'hui. Les astronomes ont pu recueillir des données lors des différentes missions, notamment la mission Apollo, au cours de laquelle les astronautes sont allés collecter des informations importantes. Ils ont utilisé une technique spéciale afin d'obtenir des données sismiques. Cela consiste à étudier la façon dont les ondes sonores se déplacent dans les objets. Prends l'exemple des séismes sur notre planète. Lorsqu'un séisme se produit, il crée des ondes dans le sol. Les scientifiques peuvent détecter et analyser ces ondes pour en savoir plus sur notre planète. La même idée peut s'appliquer à d'autres objets de notre système solaire, les planètes ou, dans ce cas, la Lune. Lorsque des tremblements de terre ou de lune se produisent, ils génèrent des ondes sonores. En écoutant et en étudiant attentivement ces ondes, les scientifiques peuvent créer une carte détaillée de ce qui se trouve à l'intérieur de l'objet. Ils peuvent déterminer les différentes couches, leur composition et leur disposition. Pour examiner l'intérieur de la Lune, nous avons aussi utilisé ce qu'on appelle la télémétrie laser. Cette méthode permet de mesurer la distance entre la surface de la Terre et celle de la Lune. Et il s'est avéré que le noyau interne de notre satellite est une boule de fer dense et solide, tout comme celui de la Terre. Elle mesure environ 500 km de large, soit près de 15% de la taille de la Lune. Nous sommes également tombés sur des preuves qui confirment la théorie selon laquelle la couche située entre la surface et le noyau, appelée le manteau, s'est déplacée au fur et à mesure de l'évolution du satellite. Ce mouvement est ce qu'on appelle le renversement du manteau lunaire, et il explique pourquoi nous trouvons des éléments riches en fer à la surface de la Lune. La matière du manteau est transportée vers le haut, et cette roche volcanique reste ensuite dans la croûte lunaire. Certains des matériaux de cette roche étant très denses, ils coulent tout simplement au travers des matériaux plus légers jusqu'à la bordure, séparant le noyau du manteau. C'est comme un cycle. La matière du manteau remonte quand les volcans sont actifs, transportant des éléments riches en fer vers la surface, puis redescend. Il y a un autre mystère que les scientifiques ont essayé de résoudre. Qu'est-ce qui a fait que le champ magnétique de la Lune s'est affaibli et a failli disparaître ? Maintenant que nous avons découvert le noyau de fer et le renversement du manteau, nous allons pouvoir obtenir quelques réponses sur le champ magnétique de la Lune. Savoir à quoi ressemble le noyau interne peut nous aider à mieux comprendre l'histoire de la Lune, ainsi que celle de l'ensemble de notre système solaire. Selon l'une des théories largement acceptées sur l'origine de la Lune, il y aurait eu une collision massive entre la Terre à ses débuts et un objet mystérieux de notre système solaire. C'est ce qu'on appelle la théorie du grand impact. Cette collision aurait été si puissante qu'elle aurait arraché un gros morceau de la Terre, alors encore en fusion. Si tu mets une pièce de 5 centimes américains à côté d'un petit pois vert, tu auras une bonne idée de la taille de notre planète par rapport à celle de la Lune. Ce morceau a ensuite été lancé en orbite autour de notre planète. Et cela se serait produit environ 95 millions d'années après la formation de notre système solaire. L'objet qui a frappé la Terre aurait eu une masse d'environ 10% de celle de notre planète et une taille à peu près équivalente à celle de Mars. Et oui,
La Terre et la Lune ont des compositions similaires, après tout. Bien sûr, il existe d'autres théories sur la formation de la Lune. Selon l'une d'elles, ce serait la force gravitationnelle de notre planète qui l'aurait capturée. Cela signifie que la Lune ne faisait que passer par là lorsque, soudainement, elle a été attirée dans l'orbite de la Terre. Il existe même une hypothèse selon laquelle la Terre aurait volé la Lune à Vénus. Si c'est vrai, la Lune n'a pas à se plaindre. La vue est bien meilleure d'ici. Alors oui, la Lune et la Terre sont similaires en ce qui concerne les roches et certains minéraux. Mais la Lune n'a pas la même atmosphère que notre planète. Son atmosphère est fine et se compose de gaz bizarres, du potassium et du sodium par exemple. Ce qui est tout à fait différent des atmosphères de Mars, de Vénus ou de la Terre. Et il n'y a pas d'eau dans les roches lunaires. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau du tout. Au XVIIe siècle, des astronomes ont vu de grandes taches sombres à la surface de la Lune. L'un de ces astronomes, Michael van Langeren, pensait que ces taches ressemblaient à des océans. Il les a donc appelées Maria, ce qui signifie « mer » en latin. D'autres astronomes ont également dressé des cartes de la Lune, et ont aussi utilisé le terme de Maria pour décrire ces taches sombres. Par exemple, Mare Tranquillitatis se traduit par « mer de la tranquillité ». C'est là qu'Apollo 11 s'est posé. Mais il s'avère que ces taches sombres ne sont pas du tout des océans. Ce sont des plaines de lave durcies remontées à la surface il y a longtemps. Des éruptions volcaniques auraient laissé derrière elles ces zones lisses et plates qu'on appelle plaines de basalte. À la fin du XIXe siècle, un observateur, William Pickering, a examiné la Lune et découvert qu'elle n'avait pas d'atmosphère. Sans atmosphère, il n'y a pas de nuages ni d'air pour empêcher l'eau de s'évaporer. Les scientifiques pensaient donc que s'il y avait eu de l'eau sur la Lune, elle aurait disparu tout de suite. Ils pensaient que la Lune était totalement sèche. Mais en 1961, un physicien, Kenneth Watson, a eu une idée différente. Il a découvert qu'il pouvait y avoir de l'eau sur la Lune, dans des zones appelées cratères d'obscurité éternelle. Ce sont des endroits où le soleil ne brille jamais, et qui restent donc sombres en permanence. De la glace d'eau pourrait y exister parce qu'il y fait extrêmement froid. La glace ne s'évaporerait tout simplement pas. Mais quand les astronautes des missions Apollo se sont rendus sur la Lune, 1969-1972, ils ont ramené des échantillons de sol, et les scientifiques n'y ont trouvé aucune trace d'eau. Alors, tout le monde s'est remis à croire que la Lune était complètement sèche. Dans les années 90, la NASA a examiné ces cratères et a trouvé de fortes concentrations d'hydrogène, ce qui voulait dire qu'il pouvait y avoir de la glace sur les pôles. Ils n'en étaient pas sûrs, alors ils ont continué à creuser et, au bout d'un moment, ils ont trouvé de l'hydrogène à l'intérieur de minuscules perles de verre volcanique. Il n'y a pas de volcan actif sur la Lune aujourd'hui, ce qui signifie qu'il y avait sans doute de l'eau à l'époque où c'était le cas, il y a très longtemps. Et il se peut même qu'il y en ait eu beaucoup au tout début de l'existence de la Lune. En 2020, la mission Sophia de la NASA nous a montré ce que nous cherchions depuis très longtemps. Il y a bel et bien de l'eau sur la Lune. Il s'avère qu'elle s'est cachée dans les grains de poussière et qu'elle colle à la surface dans les zones de la Lune éclairées par le Soleil. Il n'y a donc pas d'océan comme sur Terre, mais il y a au moins quelque chose. Mais une question demeure. Comment l'eau est-elle arrivée là ? Il semble que la Lune ait connu quelques déboires lors de sa formation, comme sans doute la plupart des planètes et des lunes de notre système solaire. Il est donc possible que de l'eau soit apparue à la suite de collisions avec des comètes, et peut-être même que d'autres comètes en apportent davantage encore aujourd'hui. Une situation véritablement chaotique. Des micrométéorites glacées entrent en collision avec la surface de la Lune, et la poussière crée un désordre encore plus grand en interagissant avec les vents solaires. Nous espérons en apprendre plus à ce sujet, car, comme nous le savons, qui dit eau, dit aussi inévitablement vie. C'est pourquoi nous voulons en savoir davantage, notamment sur toute cette glace cachée dans les cratères de la Lune. Elle pourra peut-être nous apprendre quelque chose sur la façon dont la vie s'est développée ici. Les comètes nous ont peut-être apporté tous les éléments nécessaires, et certains de ces mêmes éléments sont peut-être aussi coincés dans la glace de la Lune. Tout a commencé par un changement mineur sur notre planète. Tout d'abord, les gens ont remarqué que la Lune était devenue plus brillante et un peu plus grosse. Mais personne n'y a prêté attention. Elle a affecté les marées dans le monde entier, de sorte que l'eau a submergé les plages, mais ce n'était pas une tragédie. Beaucoup de poissons se sont rapprochés du rivage.
les gens se sont mis à trouver des calmars géants, des baudrois et d'autres créatures tout près de la côte, alors qu'elles vivaient habituellement dans les profondeurs obscures. Des choses nouvelles et plus étranges se produisent chaque jour. Les oiseaux ne volent plus vers le sud en hiver. Ils se rassemblent en énormes essaims qui volent autour des villes sans but précis. La Lune les aidait à s'orienter dans la nature, mais à présent, ils n'arrivent plus à savoir dans quelle direction voler. De par les mers, les capitaines de navires remarquent que les boussoles sont désormais instables. La flèche pointe dans des directions différentes depuis que les pôles magnétiques de la Terre ont changé. Les gens réalisent que la Lune a commencé à s'en approcher pour une raison inconnue. La gravité de la Lune affecte celle de notre planète. Cela entraîne des changements dans le climat, dans le comportement de tous les êtres vivants et dans le champ magnétique. Maintenant, il pleut dans les endroits les plus secs et il fait chaud dans les terres les plus froides. Cela met à mal les écosystèmes de toute la planète. Les gens qui vivent près des forêts entendent souvent le hurlement des loups, car la Lune rend ces animaux fous. Le satellite naturel de la Terre ne cesse de grandir et éclaire la nuit de manière beaucoup plus vive. Rien d'irrémédiable ne s'est encore produit. Les gens ne paniquent toujours pas, car ils ne veulent pas croire que la fin arrive. Mais un jour, la Lune atteint un point critique. Tu marches dans la rue en écoutant de la musique et à ce moment-là, quelqu'un te bouscule. Bon, ce type est peut-être en retard pour le travail. Tu continues de marcher et une fille qui passe heurte ton épaule. « Pardon, désolé », dit-elle. Puis elle s'en va. Tu pouvais lire la peur dans ses yeux. Tu regardes devant toi et vois des gens qui courent dans ta direction. Tu enlèves enfin tes écouteurs et tu entends des cris et des sirènes. Les gens quittent leur voiture et s'enfuient. Des centaines de mouettes volent dans le ciel. Tu distingues un bruit étrange parmi toute cette cohue. Il semble que ce soit de l'eau. Comment est-ce possible? Tu te trouves dans le centre-ville à quelques kilomètres de la côte. Mais tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu remarques qu'une immense vague inonde les rues et se dirige droit vers toi. Tu cours dans un bâtiment et grimpes au 10e étage. D'ici, tu observes l'eau qui submerge la ville. Le puissant torrent emporte toutes les voitures, les bâtiments d'un étage et les arbres sur sa route. Tu remarques un aileron de requin et d'autres poissons dans l'eau. Les gens se cachent dans les maisons et sur les toits. La ville entière plonge rapidement dans un état de catastrophe. La télévision fonctionne dans le bâtiment où tu te caches. Tu apprends que des inondations se produisent dans le monde entier. Des tsunamis massifs recouvrent les villes côtières. À certains endroits, les vagues atteignent la hauteur d'un immeuble de 30 étages. De nombreuses villes ont été rayées de la carte. La Lune est trop proche de la Terre et les inondations massives ne sont qu'un début. La Lune orbite autour de la Terre et aide à maintenir notre maison bleue sur son axe. La Lune assure la stabilité du climat et aide les organismes vivants à se développer. Mais à présent, cet équilibre est rompu. La Lune s'approche et altère la gravité de notre planète. La Lune n'a qu'à s'incliner légèrement sur le côté pour provoquer des inondations massives dans le monde entier. Imagine que tu tiennes un verre d'eau rond, incline-le un peu. Tu vois comment le liquide se déplace d'un côté à l'autre? C'est la même chose qui se produit maintenant avec les océans. Mais la Lune ne fait pas que s'approcher de nous. Elle tourne autour de la planète et se rapproche à chaque révolution. Elle provoque sans cesse des catastrophes naturelles à différents endroits de la Terre. À présent, l'océan inonde un côté et quelques heures plus tard, un autre. Tu vois donc toute l'eau revenir des rues vers le rivage. Il se peut que l'océan inonde de nouveau la ville d'ici la fin de la journée. Attends, il semble que la fin de la journée soit déjà là. Tu remarques que le ciel est devenu sombre. C'est bizarre car il n'est que 15 heures. La Lune influe sur la vitesse de rotation de la Terre et fait passer la journée plus vite. Elle emplit désormais presque tout le ciel et éclaire brillamment notre planète. Tu distingues les énormes cratères lunaires. Elle est si proche que tu peux la voir même lorsque le soleil brille. À certains endroits, la Lune qui passe cache même le soleil tout entier. L'eau quitte les rues et tout le monde sort. C'est à ce moment qu'un tremblement de terre commence. La route se fissure et les maisons s'effondrent. Il y a des glissements de terrain dans la rue même. Les plaques tectoniques se déplacent sur toute la planète. Imagine deux boules magnétiques qui se rapprochent l'une de l'autre. L'une des boules est la Lune et la seconde est le noyau de la Terre. À ton avis, qu'arrivera-t-il à ce qui se trouve au-dessus du noyau? Cela représente des centaines de milliers de kilomètres de notre croûte terrestre. Et maintenant, tout est en train de bouger.
Des fissures destructrices apparaissent partout dans le monde. Les plus hautes montagnes de la planète s'effondrent et se transforment en tas de cailloux. Les fonds marins se fissurent et libèrent le magma des profondeurs souterraines. Les volcans se réveillent et crachent leur lave incandescente. Des nuages de cendres volcaniques recouvrent le ciel, nous masquant le soleil et la lune. Mais le plus effrayant est encore à venir. La collision est inévitable. La Lune tourne autour de la planète comme une balle dans un jeu de fête foraine avec un trou au centre. Cette force entraîne la formation de nuages sur toute la planète. L'orage gronde maintenant, mais dans 5 minutes, il neigera. Puis la nuit arrive et il se met à pleuvoir. Les gouttelettes d'eau sont composées de boue et de cendres volcaniques. Il est difficile pour les gens de respirer sans masque à gaz. La pression atmosphérique change constamment. Certaines personnes ont de fortes migraines et d'autres ont les articulations douloureuses. Mais tu n'as pas le temps de t'attarder là-dessus. L'humanité doit trouver comment échapper à cette collision. Un nouvel ordre gravitationnel apparaîtra lorsque la Lune s'écrasera sur la Terre. Les continents vont changer de forme. Ils se combineront en un seul morceau de terre gigantesque ou se diviseront en une centaine de plus petits. L'énergie de la collision pourrait brûler tout l'oxygène de l'atmosphère et rendre toute la planète impropre à la vie. Il n'y a pas non plus de sens à se cacher sous terre à cause de tous ces séismes profonds. Les gens décident de passer leurs derniers instants avec leurs proches et leurs familles. La Lune se rapproche de plus en plus. Elle se trouve maintenant à la même distance que la Station spatiale internationale se trouvait de nous. La Lune obscurcit le ciel. De nombreuses villes sont dans le noir à cause des vagues. Des tsunamis de plusieurs kilomètres de haut s'écrasent contre le sol. Des millions de tonnes de magma entrent en contact avec l'océan. Des milliards de litres d'eau s'évaporent. L'humidité s'élève dans les airs, se mélange aux cendres et se répand sur la planète sous la forme de cumulus géants. Tu as fini par accepter le sort funeste de notre planète. Mais quelque chose d'étrange arrive à la Lune à ce moment-là. Tu remarques que des fissures géantes apparaissent dessus. La Lune commence lentement à se scinder en 2 parties, et celle-ci se divise en centaines de gros morceaux. Elle est en train de s'effondrer. La Terre n'a plus de satellite naturel. Ce n'est plus qu'un tas de roches spatiales géantes. Mais pourquoi cela se produit-il ? Il existe un espace autour de notre planète appelé la limite de Roche. À cet endroit, la gravité de la Terre agit plus fort que celle de la Lune. Cela signifie que les forces qui maintiennent la Lune ensemble sont plus faibles que celles qui la déchirent. Les gens applaudissent. La limite de Roche a sauvé notre planète et la Lune ne nous frappera pas. Elle se fragmente en millions d'éclats et forme un anneau autour de notre globe. La Terre ressemble maintenant à Saturne. Une ceinture de pierres de lune nous entoure. D'énormes morceaux détruisent tout sur leur passage, notamment les débris spatiaux. Les satellites ne fonctionnent plus. L'humanité perd ses moyens de communication et de navigation. Les gens devront à nouveau utiliser des cartes en papier. Avant ces événements, la Lune maintenait l'orbite de notre planète à un certain angle. Maintenant, l'axe est incliné différemment. Un hémisphère se rapproche du Soleil et l'autre plonge dans l'ombre. Les pôles et l'Antarctique peuvent se transformer en déserts arides et l'équateur de la planète peut être recouvert de glace. L'hiver et l'été peuvent durer des années. Les restes de la Lune flottent autour de la Terre, mais certains d'entre eux tombent sur notre planète. Des pluies de météores lunaires détruisent nos villes et créent des cratères géants. Et tous ces événements conduisent à l'extinction massive de la vie sur Terre. Il faudrait des centaines de milliers d'années pour s'adapter à ce nouveau monde. Vous savez comment tout a commencé il y a 13,8 milliards d'années avec le Big Bang. Bam! Non, attendez, je peux faire mieux. Badaboum. Non, c'est... peu importe. Et l'univers ne cesse de s'étendre depuis. À ses débuts, il était entièrement composé de gaz, principalement d'hélium et d'hydrogène. Au cours de milliards d'années, le gaz s'est étendu et refroidi. Pendant ce temps, des galaxies, des étoiles et d'autres choses mystérieuses dans l'espace, que nous essayons d'explorer aujourd'hui, se sont formées sous l'action des forces gravitationnelles. Et dans ce Capharnaüm, il y a environ 4,6 milliards d'années, notre magnifique planète est également apparue. Tout a commencé par un disque de gaz et de poussière qui orbitait autour de notre jeune Soleil, exactement comme c'était le cas pour le reste des planètes de notre système solaire. Ce disque était constitué de gaz et de particules de poussière de différentes tailles. Elles tournaient autour du Soleil à des vitesses différentes et sur des orbites qui n'étaient pas plus stables que prévisibles.
Elles se heurtèrent constamment les unes aux autres. Ces particules ont grandi à partir de très petits grains de poussière pour devenir des rochers, et plus tard, des corps plus grands appelés planétésimaux, qui se déclinaient en objets de quelques kilomètres à plusieurs de centaines de kilomètres de diamètre. Ces planétésimaux qui orbitaient autour du Soleil au sein du disque avaient une force gravitationnelle suffisante pour attirer d'autres objets du voisinage hors de leurs orbites et entrer en collision avec eux. À mesure qu'ils se heurtèrent sans cesse, ils devenèrent de plus en plus gros, jusqu'à atteindre des diamètres de plusieurs milliers de kilomètres. C'est pratiquement la taille de Mars et de notre Lune. Nous savons tout cela grâce aux météorites. Elles proviennent de différents endroits de notre système solaire et apportent toutes sortes de matériaux à notre planète. Elles nous donnent quelque chose d'intéressant à étudier et à apprendre sur notre propre système et sur sa formation. Ces matériaux comprennent de très petits morceaux de poussière et de roches appelés chondres, qui ont traversé le chaos et survécu aux moments difficiles qui ont précédé la création des planètes. Les météorites apportent également des morceaux d'astéroïdes et de planétésimaux, laissés après la fin du processus de formation des planètes. Alors que ces objets se formaient, certains éléments radioactifs comme l'uranium et le hafnium ont été piégés à l'intérieur des minéraux et en sont devenus partie intégrante. C'est ainsi que les scientifiques ont pu déterminer leur âge. Mais la phase finale de formation de notre planète, et de façon générale, tout ce chaos qui agitait notre système solaire a peut-être pris un peu plus de temps. Jusqu'à 100 millions d'années de plus environ. C'est alors que le dernier grand impact s'est produit et que la Terre a finalement atteint sa taille actuelle. Ce qui s'est réellement passé, c'est qu'elle a heurté un autre objet presque aussi grand que Mars. Cette collision a été si puissante que l'impact a produit assez d'énergie pour vaporiser une partie du métal et de la roche à la fois sur Terre et sur ce planétoïde. Et cette vapeur a créé un disque qui a entouré notre planète. Celui-ci s'est refroidi et regroupé après un certain temps. Et c'est ainsi que nous avons obtenu la Lune. Notre Lune est le fruit des débris de cet impact, qui était une combinaison de gaz chauds et de roches en fusion. Il existe cependant d'autres théories sur la formation de la Lune. La théorie de la fission prétend qu'elle se serait simplement détachée de la Terre. La théorie de la capture suggère que la Lune se serait formée ailleurs dans notre système solaire. À un moment donné, alors qu'elle se promenait, elle se serait tellement rapprochée de la Terre qu'elle aurait fini par être capturée par sa gravité. Enfin, les partisans de la troisième théorie, celle de la coformation, pensent que la Lune et la Terre se sont formées simultanément à partir du même disque protoplanétaire. Avant la formation de la Lune, la Terre était un endroit très différent. Si vous pouviez passer une seule journée sur cette Terre sans la Lune, vous seriez d'abord surpris par le cycle des jours et des nuits. Il ne serait pas aussi régulier qu'il l'est aujourd'hui car la Lune aide à stabiliser l'axe de la Terre. Les jours étaient plus courts à l'époque car la Terre tournait beaucoup plus vite avant la formation de son satellite. Sa force gravitationnelle a ralenti la rotation de notre planète, ce qui signifie que les jours se sont allongés. La rotation de la Terre ralentit d'ailleurs avec le temps, mais à un rythme vraiment faible. Selon certaines prévisions, d'ici 1 milliard d'années, une journée typique durerait entre 25,5 et 31,7 heures. Si 24 heures ne vous suffisent pas, attendez donc simplement 1 milliard d'années. Mais oui, si vous êtes le genre de personne qui aime prendre son temps, vous auriez très certainement dû vous dépêcher à cette époque. Bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup de choses à faire pour passer le temps, à part naviguer sur de la lave, ramasser des cailloux ou espérer ne pas se faire frapper par une météorite de passage. Non seulement la Terre était très probablement une boule de lave en fusion, mais son paysage était également rocheux et stérile. La Lune à ses premiers stades était aussi extrêmement chaude. Elle était probablement semblable à une boule partiellement fondue, suspendue au-dessus de notre planète. Aïe! Mais si vous étiez assez patient, peut-être assisteriez-vous à quelque chose de vraiment cool. De l'eau arrivant sur notre planète pour la toute première fois. Une pluie de météores enflammés est tombée du ciel, et ils n'ont cessé de s'abattre sur notre jeune Terre. Cela a pu sembler dévastateur au début, mais certains de ces débris contenaient probablement de l'eau. Beaucoup pensent que les astéroïdes et les comètes qui ont heurté notre planète transportaient de petites quantités d'eau. Mais étant donné que cette pluie de météorites a duré plus de 20 millions d'années, peut-être même jusqu'à 200 millions, il n'est pas si invraisemblable qu'après un certain temps, des flaques d'eau aient commencé à se former à la surface. Et lorsque l'eau s'est évaporée dans l'atmosphère, elle est finalement retombée, formant des lacs, des rivières, des mers et enfin des océans.
Ce n'est qu'à partir de ce moment qu'une vie primitive a eu la chance d'évoluer. La Terre a entamé sa transition d'une boule de magma incandescente au monde que nous connaissons aujourd'hui. Avant cela, il aurait été trop difficile pour la vie d'exister. Et même si cela s'était produit d'une manière ou d'une autre, toutes ces collisions de météores l'auraient probablement anéanti. Vous ne pourriez pas non plus survivre ici sans bouteille d'oxygène. La Terre avait une atmosphère, mais elle n'était pas comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Les scientifiques pensent qu'elle se composait de vapeur d'eau, de méthane, d'ammoniac et d'autres gaz libérés par l'activité volcanique. En gros, elle était bien trop toxique car des éruptions volcaniques se produisaient tout le temps. Et les températures étaient bien plus élevées, de sorte qu'exister à ces premiers stades de notre Terre n'aurait pas été une expérience très agréable. Il pourrait tout de même y avoir eu quelques formes de vie à cette époque. À ses débuts chaotiques, la Terre n'était pas recouverte d'océans, d'arbres ou des paysages époustouflants d'aujourd'hui, mais de magma en fusion. La forme de vie la plus ancienne que nous connaissions sont des fossiles de micro-organismes retrouvés dans des cheminées hydrothermales. Et on pense qu'ils ont environ 3,4 milliards d'années. Les scientifiques estiment que le moment où la vie aurait pu apparaître pour la première fois sur Terre serait il y a environ 4,2 milliards d'années, plus ou moins. Ainsi, avec le bon équipement, vous pourriez même observer des organismes unicellulaires, comme des bactéries quelque part à la surface de notre planète, et ce même avant l'apparition de la Lune. L'attraction gravitationnelle de celle-ci sur la Terre crée des marées de nos océans, ce qui signifie qu'elle a probablement aidé à mélanger et faire circuler l'eau des mers, et peut-être même à les façonner. Les marées, sans la Lune, seraient beaucoup moins importantes, car c'est son attraction qui provoque la montée et la descente des eaux. La Lune affecte également la vie dans l'océan. Au fil du temps, les animaux marins ont évolué et se sont adaptés à l'altération du niveau des eaux causée par la gravité lunaire. Même la lumière de la Lune a un grand effet sur les créatures marines. Les coraux, par exemple, utilisent le cycle de la Lune pour libérer leurs œufs en même temps, lorsque des marées plus fortes aident à transporter leurs œufs. Les bébés tortues marines utilisent la lumière de la Lune qui scintille sur l'eau pour les guider de leur lieu de naissance à l'océan. Qui sait quelle direction la vie sur Terre aurait prise si, à un certain moment, il y a quelques milliards d'années, nous n'avions pas eu notre compagne lunaire pour nous accompagner ? Cette grande boule de feu située à des milliers de kilomètres de nous est l'objet le plus brillant de notre système solaire, ainsi que le plus grand. Si Jupiter avait la taille d'un ballon de basket, alors la Terre serait un tout petit raisin. Mais le Soleil ferait paraître Jupiter ridicule. Cette grosse boule brûlante dans le ciel est composée d'hydrogène et d'hélium et mesure 1 400 000 km de diamètre, ce qui la rend plus de 100 fois plus grande que notre petite planète bleue. Il fait 5540 degrés Celsius à la surface et 15 millions de degrés en son centre. En revanche, la Lune est un peu plus facile à cerner, avec un diamètre d'environ 3500 km, soit moins d'un tiers de celui de la Terre. Elle peut sembler très grosse en train de flotter dans le ciel, mais c'est parce qu'il s'agit de l'objet le plus proche de nous. Mais que se passerait-il si les rôles, ou dans le cas présent les corps célestes, étaient inversés et que la Lune devenait tout à coup plus brillante que le Soleil ? Explorons plusieurs scénarios. Scénario 1. Si la Lune devient plus brillante que le Soleil, les nuits seront plus lumineuses que les jours. Cela signifie que ton cycle de sommeil sera perturbé. Tous les animaux nocturnes seront complètement désorientés. Quand faut-il sortir et manger désormais ? Au pôle nord et sud de la Terre, les nuits et les jours durent déjà plusieurs mois. Les habitants de cette région ont donc déjà une idée de ce que c'est que de dormir à 23 heures avec le soleil qui brille au-dessus d'eux. Pour le reste d'entre nous, ce ne sera pas si facile. Disons que tu es en train de camper, tu prépares un bon repas et tu te prépares pour une longue nuit. Après t'être frayé un chemin dans la forêt, tu trouves un endroit qui offre une vue imprenable sur le lac et le ciel clair. Il est 19h, tu allumes un feu pour y cuire des marshmallows et tu prépares ton télescope. Le seul problème est que lorsque le soleil commence à se coucher, la lune éclaire le ciel encore plus intensément. Il ne fait pas aussi chaud qu'on pourrait l'imaginer car il ne s'agit pas de lumière directe du soleil, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours assez chaud. Scénario 2. Les températures vont certainement augmenter de toute façon. Cela signifie que la neige va fondre plus vite que tu ne pourrais dire « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ici ?»
La neige sur les calottes polaires sera la première à fondre, suivie par les calottes polaires elles-mêmes. Avec cette chaleur, le niveau des mers va monter et entraîner sous l'eau les petites îles éloignées, disséminées dans l'océan. Les villes côtières disparaîtront, et tout le monde vivra plus près de l'intérieur des terres. Cela provoquera probablement une réaction en chaîne dans l'économie mondiale. Il n'y aura plus d'hiver, ce qui signifie qu'il n'y aura plus d'activités hivernales comme le ski, le snowboard ou les batailles de boules de neige. Les animaux et les plantes du monde entier seront affectés. Le monde se transformera en un grand désert. L'eau se fera rare au fil des ans, mais les gens trouveront un moyen de la préserver. Scénario 3. Tu es assis derrière ton bureau, tu t'ennuies. Tu manques de clients. Les gens n'achètent pas autant de lunettes de soleil que tu ne le pensais. Mais la lune devient soudain plus brillante que le soleil et tout le monde doit porter ses lunettes en permanence lorsqu'il sort. Tu ne peux pas répondre à la demande de lunettes de soleil, alors tu embauches plus de personnel et tu développes ton activité. Tu finis par devenir la première entreprise de lunettes de soleil du pays. On déconseille de regarder le soleil à tout moment du jour ou de la nuit. Les villes sont couvertes d'immenses visières pour réduire la luminosité au quotidien. Les lunettes de soleil se trouvent de toute taille et de toute forme pour les différents moments de la journée. Certaines ressemblent à des lunettes de protection fixées autour de la tête, tandis que d'autres ressemblent à de grands casques. Scénario 4. L'atmosphère de la Lune est si fine qu'elle ne peut rien retenir. Tout comme dans les déserts sur Terre. Il n'y a pas de nuages pour apporter de pluie, c'est pourquoi il fait toujours chaud ou froid. Oui, le plus grand désert du monde est le continent antarctique, qui est un désert froid et stérile, contrairement à ce que les gens pensent du désert du Sahara. Donc si tu veux toujours atterrir sur la Lune, tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois maintenant. Les personnes qui travaillent dans la Station spatiale internationale devront se trouver un nouveau bureau. La Lune sera trop brillante pour qu'on puisse la voir, compte tenu de la distance qui les sépare. Si la Lune est juste plus brillante que le Soleil, en omettant la chaleur, alors la Station spatiale aura besoin de quelques petits ajustements pour empêcher la lumière d'entrer. La raison pour laquelle nous voyons la Lune sous différentes formes est due à sa position par rapport au Soleil. La Lune ne tourne pas, contrairement à la Terre. Elle est en quelque sorte collée à nous et montre toujours le même côté. Ainsi, selon la position de la Lune au cours du mois, nous aurons une nuit super lumineuse pendant la pleine Lune et des nuits relativement brillantes pendant le reste du mois. Scénario 5. Si la Lune devenait plus brillante que le Soleil, elle produirait plus de chaleur que le Soleil et deviendrait aussi probablement plus grosse. La gravité sur Terre changerait considérablement en raison de la nouvelle taille de la Lune. La structure entière de l'orbite changerait et affecterait les objets célestes qui flottent dans l'espace. Les planètes commenceraient bientôt à tourner autour de la Lune. La Terre pourrait s'éloigner davantage du Soleil. Si cela se produisait, tout devrait se réajuster aux changements radicaux de la gravité. Une gravité insuffisante signifie que les bâtiments n'auraient pas de fondations solides sur lesquelles reposer et finiraient par s'effondrer. Les ponts et les grands monuments ne tiendraient pas non plus. Les gens ne seraient pas capables de marcher correctement et le feraient d'une drôle de manière. Scénario 6. Dans plusieurs des scénarios, j'ai indiqué que la Lune était simplement plus brillante que l'objet qui émet la dite lumière. Mais dans ce cas, la lumière proviendrait de la réflexion du Soleil par la Lune, ce qui signifie que le Soleil devrait être 2 fois plus brillant qu'aujourd'hui. Si le Soleil devenait 100 fois plus grand, il émettrait plus de rayons, qui peuvent être nuisibles et émettre beaucoup de radiations nocives pour tout être vivant sur Terre. La force gravitationnelle du Soleil pourrait attirer d'autres objets en orbite autour de lui et amener d'autres objets de l'espace à rejoindre son orbite. Les planètes feraient la fête dans notre club galactique et nous pourrions être éjectés de notre orbite à nous. Bien sûr, cela poserait un plus grand risque pour tout ce qui se trouve sur Terre, car les choses deviendraient plus chaudes et plus sèches qu'auparavant. Scénario 7. Si nous parlons de la Lune qui devient plus brillante, nous pouvons aussi supposer qu'elle sera plus proche de la Terre que maintenant. La luminosité ne sera pas le problème ici, car la gravité entraînera des changements majeurs sur Terre. Mais chaque jour, 24 heures sur 24, il y aura une marée haute. Elle sera si extrême qu'il y aura des inondations constantes dans toutes les villes côtières. Toutes les îles seront submergées, ce qui augmentera la population des villes de l'intérieur des terres. La vie marine vivra le meilleur moment de sa vie lorsque l'eau submergera les sols. Les bateaux devront être repensés pour s'adapter aux nouvelles conditions, de même que les sous-marins. Le transport aérien sera la priorité, mais les grands navires de croisière auront un look futuriste et une carrure plus imposante pour résister aux vagues violentes. Les nuits seront très lumineuses par rapport aux jours ordinaires. La température mondiale augmentera, ce qui fera fondre la neige et fera monter encore plus le niveau des mers. Les comètes et autres objets célestes seront attirés par une force gravitationnelle plus forte, de sorte que nous devrons toujours lever la tête lorsque nous sortirons.
Mais ne t'inquiète pas, la Lune est toujours là et le sera encore pendant très longtemps. La relation entre la Terre et la Lune est compliquée. Heureusement, nous n'avons qu'un seul satellite naturel. D'autres planètes dans notre système solaire ont plusieurs lunes qui tournent autour d'elles. Certaines sont si grandes qu'elles ont la taille de la Terre. Imagine que plusieurs d'entre elles puissent affecter notre planète d'origine. Mais ça, c'est un sujet pour une toute autre histoire.